Le 30 avril 1890, le Conseil général de la Seine présente un plan de réorganisation des prisons du département. Il est proposé de remplacer la prison de la Petite-Roquette à Paris par une colonie pénitentiaire, pas trop éloignée de la capitale. L'année suivante, à partir d'une liste d'une dizaine de propositions de terrains franciliens, le Conseil général fait l'acquisition de l'un d'entre eux, environ 32 hectares, situé en bord de Seine à Montesson, dans l'ancienne Seine-et-Oise, à 15 km à l'ouest de Paris. Le 1er septembre 1893, sur les plans de l'architecte Henri Poussin, aussi architecte de la future prison de Fresnes, vont débuter les travaux de construction. Pour construire la maison d'éducation de Montesson, en vue de remplacer la Petite-Roquette, Henri Poussin s'inspire de la célèbre colonie pénitentiaire de Mettray, près de Tours. L'établissement forme un immense rectangle de 32 hectares. Autour de ce vaste espace, près des murs d'enceinte et du chemin de ronde, sont semés 12 pavillons encadrant la partie de l'établissement affectée aux enfants. Ce sont les habitations d'employés, des instituteurs et des maîtres ouvriers. De chaque côté de l'axe central, sont disposés en face des uns des autres 8 pavillons, bien isolés, avec cour et préaux couverts, composés d'un rez-de-chaussée, d'un étage et devant contenir chacun 40 enfants détenus en vertu de l'article 66 du Code pénal. Sur l'axe même de l'établissement, et entre les pavillons des enfants, on trouve l'habitation du directeur et ses bureaux placés à l'entrée. Dans le même bâtiment sont le bureau de l'économe et le logement du concierge. Un bâtiment consacré aux cuisines, au dépôt d'épicerie, de pâtes, légumes secs et à la boulangerie. Un autre bâtiment destiné à divers services, buanderie, bain, lingerie, une grande serre, une ferme complète avec ses dépendances obligées, écurie, vacherie, porcherie, poulailler, un château d'eau surmontant divers magasins, enfin, un grand bassin de natation avec cabine. On se dirige à gauche, au sud-ouest, on trouve ce qu'on peut appeler la cité du travail manuel. Vaste chantier à l'air libre, hangar de 100 mètres, atelier pour les différents travaux industriels. Au-delà de ces ateliers, 2 serres de multiplication. Revenons ensuite sur nos pas pour nous diriger vers le nord-ouest. Nous y rencontrons une autre cité qui, bien qu'enclavée dans la colonie, est destinée à vivre séparément de sa vie propre. C'est le quartier de la correction paternelle qui servira en même temps de quartier d'observation et de lazaret pour les nouveaux arrivants. Au centre de ce corps de bâtiment se dresse une vaste salle avec estrade où toute la population de la colonie pourra trouver place, y compris des enfants de la correction paternelle qui seront placés au bas de l'estrade dans 44 stalles cellulaires d'où ils ne pourront apercevoir que l'instituteur ou l'officiant sans qu'il leur soit possible de communiquer entre eux. Cette salle servira à la fois, comme à la Petite-Roquette, à la célébration du culte et à des cours et conférences. Nous remarquerons que l'établissement ne comporte pas de chapelle comme dans la plupart des édifices construits à cette époque. Cette réalisation fut voulue par le président du Conseil général de la Seine, Louis Lucipia, grand maître du Grand Orient de France. C'est donc à la fois une construction maçonnique, mais aussi une conception de régénération morale des enfants qui erraient alors dans Paris et que le Grand Orient souhaitait réhabiliter selon ses principes. L'ensemble fut inauguré par le président de la République Félix Faure le 25 juin 1895, venu de Paris par train spécial jusqu'à la halte de Sartrouville. Curieusement, ce jour-là, la maison d'éducation de Montesson ne recevra pas de nom. Seuls les bâtiments devant accueillir les enfants, appelés initialement divisions sur les premiers plans de l'architecte, ne porteront pas des numéros d'ordre, mais des noms d'hommes qui se sont occupés de l'enfance et de ses besoins.
Victor Hugo, Michelet, Jean Massé, Lacanal, La Fontaine, Diderot, Condorcet, d'Alembert. Il faudra attendre le 23 décembre 1895, 6 mois après l'inauguration officielle, pour que le nouvel établissement reçoive officiellement le nom d'école Lepelletier de Saint-Fargeau. Michel-Louis Lepelletier de Saint-Fargeau est l'auteur d'un plan d'éducation nationale, lu par Robespierre à la tribune de la Convention nationale le 13 juillet 1793. Ce sont les principes établis dans ce plan qui serviront de base au nouveau règlement intérieur de l'école Lepelletier. Le 10 novembre 1896, les 8 premiers jeunes détenus, en provenance de la Petite Roquette, intègrent le nouvel établissement. Il s'agit d'enfants jugés par les tribunaux ordinaires et qui ont agi sans discernement, article 66 du Code pénal de 1810. Et d'autre part, les enfants en correction paternelle, placés par les pères qui ont des sujets de mécontentement très graves sur la conduite de leurs enfants. Après un temps d'observation, les enfants reçoivent un enseignement scolaire en vue d'obtenir le certificat d'études, puis un enseignement professionnel, soit industriel, dans l'un des 2 ateliers fer ou bois, soit le plus souvent le jardinage. Dès le 1er janvier 1902, sur proposition du juge Albanel, la colonie pénitentiaire Lepelletier de Saint-Fargeau est transformée en école de préservation, désormais appelée école Théophile Roussel. Théophile Roussel, médecin, député, puis sénateur de la Lozère, est l'initiateur de plusieurs lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Il est aussi un théoricien des réformes d'éducation pénitentiaire, plus précisément de la création d'établissements d'éducation qui sont en fait des écoles d'apprentissage professionnel, sans aucun caractère pénal, auxquelles il donne le nom d'école d'agriculture et d'industrie. La nouvelle école de préservation accueille désormais des enfants entre 7 et 14 ans qui, soit dans leur famille, soit à l'école, se montrent indisciplinés et rebelles. Les enfants de l'assistance publique ne pouvant bénéficier de placements familiaux pour des raisons d'indiscipline pourront être admis à Montesson. Ce fut un peu plus de 3000 enfants qui, de 1902 à 1940, vont connaître la discipline et l'obéissance sous l'autorité non pas de gardiens, mais d'instituteurs et de maîtres ouvriers. Ils sont répartis par âge et selon l'enseignement dispensé, dans l'un des 8 pavillons, tous entièrement semblables, les uns aux autres, pouvant contenir 40 élèves. Pénétrons dans l'un de ces pavillons. Au rez-de-chaussée, une salle d'études, un réfectoire, et à chacune des extrémités, une salle de réunion, de lecture ou de jeu, où les enfants pourront se trouver ensemble le soir. À l'étage, le dortoir très clair et très aéré, contenant 40 chambrettes, qui font 2,35 m sur 1,40 m. Elles sont à claire-voie et leurs portes à demi pleines peuvent s'ouvrir soit séparément, soit l'ensemble au moyen d'une manivelle qui les commande toutes. Des lavabos et 2 chambres de surveillance sont annexées au dortoir. C'est en un mot, non pas la prison sévère, aux murs impénétrables et froids, mais une maison de famille, au dire des administrateurs parisiens. En 1935, une menace d'expropriation pèse sur l'école de préservation du département de la Seine. Le projet d'une voie de 100 mètres de large, devant prolonger l'avenue de la Grande Armée, à partir du rond-point de la Défense jusqu'à la Croix de Noailles, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, scinde, dans sa partie médiane, l'établissement en 2. L'école est en fait située sur le fameux axe de la voie triomphale. En 1943, en pleine guerre, un événement important s'opère au sein même de l'établissement. Il s'agit de former le personnel devant prendre en charge les enfants admis à l'école Théophile Roussel. Et pour cela, une des premières écoles d'éducateurs en France s'installera au pavillon Laborde, sous la bienveillance, entre autres, du futur professeur Georges Heuillère. On assiste
grâce au directeur de l'époque, Jean Pinault, à une totale refonte des méthodes pédagogiques. Les chambrettes sont démontées une à une et remplacées par de vastes dortoirs. Les cellules, dans l'ancien quartier de la correction paternelle, sont supprimées. Des sorties, sous forme de camps scouts, sont régulièrement organisées. Le premier psychiatre est nommé, ainsi que les 2 premières assistantes sociales. L'établissement sera occupé quelques mois par les Américains pour y établir un hôpital de campagne. S'ensuivra une médicalisation progressive de l'établissement, dont le docteur Misès sera la cheville ouvrière. En 1960, l'établissement prend le nom de centre psychothérapique et fonctionne sur le modèle d'un institut médico-pédagogique. En 1966, il change de libellé et se transforme en centre de neuropsychiatrie infantile, préparant ainsi son autonomie vis-à-vis du département de la Seine, qui éclatera en plusieurs départements le 1er janvier 1968. C'est ainsi que par décret ministériel, en date du 25 janvier 1974, l'établissement est érigé en centre hospitalier public spécialisé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Progressivement, dès 1975, certains secteurs de psychiatrie infanto-juvénile de Paris, des Yvelines et des Hauts-de-Seine lui seront rattachés. En 1995, 3 secteurs de psychiatrie générale des Yvelines, précédemment rattachés à l'hôpital des Mureaux, intègrent l'Institut, rapprochant ainsi les structures d'hospitalisation du lieu de vie des patients, comme le voulait l'esprit même de la sectorisation psychiatrique élaborée dans les années 70. Ainsi, depuis plus d'un siècle, l'établissement a su s'adapter aux différents courants de pensée concernant la prise en charge des enfants, puis des adultes, en santé mentale.